inscrites pour cette conférence où nous allons parler de transformation digitale. C'est un sujet je dirais, qui est à la mode, mais en même temps, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on devrait peut-être ne plus en parler parce que tout le monde l'aurait fait. De nombreuses entreprises ont traversé les années sans transformer leur entreprise, d'autres ont fait le pas. Aujourd'hui, on va parler avec nos experts ici ce soir. Je vous remercie d'ailleurs pour votre présence. On va pouvoir parler de la transformation digitale des entreprises, l'avant. On va parler un petit peu de la période de crise aussi qu'on traverse. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est la projection sur le futur. On a été contraint forcé, mais comment on travaille ça de façon plus pérenne. Ce soir, moi, j'ai la chance d'avoir des personnes voilà, de toute région, de tout horizon, de toute expérience. Donc, on va profiter de cette richesse-là pour vraiment lancer le débat sur la transformation digitale des entreprises. Pourquoi digitaliser les entreprises? Je rajouterai ou pas, peut-être que parfois il ne faut pas le faire. Et je vais donner la parole à Alice, qui a accepté de rejoindre cette conférence pour exprimer, toi, ton axe de travail sur la transformation digitale des entreprises. Qu'est-ce que tu fais concrètement? J'ai cru comprendre que c'était pour des cabinets comptables. C'est exactement ça, Joanne. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Alice, je suis chef de projet marketing depuis maintenant 1 an chez Booster Digital, qui est un cabinet de conseil pour les experts comptables. Et voilà, je travaille avec eux sur tous les leviers pour atteindre leur objectif de croissance. Donc, c'est revoir, construire avec eux leur stratégie marketing et communication, travailler sur leur visibilité, la notoriété sur Internet, par exemple avec la création de leur site Internet, s'ils n'en ont pas encore. C'est important pour eux de mettre en avant leur offre de service, et notamment avec ce site. Et comme on sait maintenant qu'aujourd'hui, tout le monde fait des recherches sur Internet, c'est important d'être visible, surtout auprès des futurs clients. C'est également, on crée avec eux leur identité graphique pour uniformiser les supports de communication, que ce soit interne ou externe, et ainsi gagner en notoriété. Travailler sur la communication digitale, donc avec les réseaux sociaux, créer avec eux leur page entreprise. Et donc voilà, donc les accompagner sur toutes les opportunités que peut offrir le digital. Ça marche. Mais dis-moi, un cabinet comptable, ça reste un cabinet comptable. À quoi ça sert de faire 50 communications différentes? C'est toujours la même chose, non? Ça permet pour eux de toucher une nouvelle clientèle s'ils veulent aller sur une nouvelle cible. Ça permet aussi de se différencier des autres cabinets. Aujourd'hui, il y a de nombreux cabinets dans chaque ville. Donc, ça leur permet voilà, d'avoir une nouvelle, d'avoir leur site internet, on va dire, mis en avant, par exemple, sur Google, d'être, par exemple, dans les premières requêtes avec du contenu qu'ils auront mis sur leur site. Donc, voilà, c'est toute cette partie-là, c'est la partie visibilité qui est important de travailler avec eux et qu'ils n'ont pas l'habitude. Ça marche. Et dis-moi sur ce côté visibilité, enfin ok, mais est-ce que ça veut dire qu'un cabinet comptable, pour pouvoir l'identifier, il y a quelque chose qui fait qu'on va choisir un plutôt qu'un autre? Si vous avez 2 cabinets comptables dans la même région, par exemple, qu'est-ce qui va se différencier? Qu'est-ce qui va faire que ce sera différent l'approche? Ils vont pouvoir se différencier, notamment, comme je disais, avec leur cible. Souvent, un expert comptable, il arrive et puis il nous dit, voilà, moi, je veux cibler tous les entrepreneurs. Alors, on dit, OK, mais pour pouvoir être encore plus visible et pour pouvoir centrer un peu leur communication, on vous conseille de choisir quel type d'entrepreneur. Donc, par exemple, on va choisir les startups. Et on lui dit, voilà, créer du contenu sur les startups, offrir du conseil avec, par exemple, des posts sur LinkedIn, avec des articles de blog, avec des livres blancs qu'on peut retrouver à télécharger sur leur site. Et donc, tout ça permet de les différencier d'un autre expert comptable qui, lui, n'a pas du tout la même cible ou qui, par exemple, lui, n'a pas du tout de site internet et qui n'est que sur les réseaux sociaux. Ça marche. Donc, vous avez besoin de bien connaître en fait le cabinet comptable pour comprendre quelle est sa cible et la viser plus précisément, si je résume. Exactement, c'est pour ça qu'on les accompagne avant sur toute leur partie stratégie et notamment la stratégie digitale avec en fonction de et avec un plan d'action qu'on met en place en fonction de leur objectif de l'année. Ça marche. Donc ça, c'est un axe de travail auprès des entreprises
pour leur digitalisation au niveau de la communication. Mais Vincent, dis-moi, est-ce qu'il n'y a que ça à travailler dans la digitalisation des entreprises? Alors, la digitalisation des entreprises. Tu disais tout à l'heure, Johan, en commençant, qu'on ne devrait presque plus en parler. Alors oui, tu as raison, ça fait des années qu'on parle de digitalisation et avant on parlait de numérisation. Tout ça, c'est la suite, même si alors, le journal officiel nous a dit que maintenant il faut parler de numérisation et plus de digitalisation. Bon, moi je fais une différence entre les deux, mais ça c'est un autre débat. Mais une entreprise pour moi qui se digitalise, et là où je fais vraiment la différence, et c'est peut-être là la manière dont je vois la chose moins profondément, c'est que lorsqu'on numérise ou lorsqu'on informatise, on prend la manière dont fonctionne l'entreprise aujourd'hui et on va l'automatiser d'une certaine manière. Et donc, on va mettre de façon numérique des choses qui existent déjà. Moi, ce que je trouve intéressant dans notre révolution digitale ou révolution numérique, peu importe comment on l'appelle aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir offrir aux entreprises des pouvoirs qu'elles n'avaient pas à l'origine. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant. Alors, il y a déjà des pouvoirs que les entreprises ont pu acquérir il y a quelques temps. Je ne sais pas, je pense par exemple à un site web commandé à minuit et demi une balançoire en ligne pour mettre dans le jardin et pour les enfants. C'est déjà un pouvoir qu'à la base on n'avait pas. Mais techniquement, on peut quand même, on pourrait imaginer des magasins ouverts toute la nuit. Donc c'est un demi-pouvoir. Par contre, ce qui est intéressant avec la vraie digitalisation, c'est qu'on peut aller au-delà. On peut imaginer une intelligence artificielle qui parle à 300 clients en même temps à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et qui fait un premier niveau d'information. On peut aussi imaginer qu'une entreprise arrive à prédire son avenir grâce à des modèles prédictifs, grâce à de la data, et qu'on arrive comme ça à identifier potentiellement le nombre de leads, le nombre de clients qu'on peut avoir ou le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir faire parce qu'on a un système qui s'incrémente comme ça d'année en année, d'expérience en expérience. Et ça, pour moi, c'est vraiment le cœur de la digitalisation d'une entreprise. On parle souvent de réalité augmentée. Ben, en fait, on va dans un monde où on va avoir des réalités augmentées, des humains même augmentés. Déjà, grâce à un smartphone, on est déjà augmenté d'une certaine manière. Ben là, on va augmenter l'entreprise. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant parce que ça nous amène dans des modèles nouveaux d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du commerce différemment, on peut organiser l'entreprise différemment, on va travailler différemment. La finalité même de l'entreprise va changer, la structure même de l'entreprise va changer. Et c'est ça qui est intéressant. Là, j'en parle de manière un peu théorique, mais il y a énormément d'applications très, très concrètes. Et ce qui est bien avec le digital, c'est qu'il y a des choses qui peuvent paraître quasiment de la science-fiction et qui sont à portée de la moindre TPE. Je parlais de modèles prédictifs. Il y a des choses qui existent aujourd'hui pour prédire son commerce et pour digitaliser son commerce qui sont hyper impressionnantes et qui sont quasiment de la science-fiction, même si elles ne se voient pas. Mais est-ce que cette transformation, elle est que digitale? Parce qu'on parle de transformation digitale, mais est-ce qu'elle est que digitale? Forcément non. On parle de transfo digital parce que c'est le point d'entrée de la chose. Mais il y a toujours un point d'entrée. Donc là, on transforme l'entreprise globalement, on transforme son modèle économique, on transforme son management, on transforme plein de choses, on transforme son organisation. Et je parlais même de la finalité. Après, c'est vrai que la digitalisation, les outils nous ont donné un coup d'accélérateur, comme le télétravail a donné un coup d'accélérateur, enfin le confinement a donné un coup d'accélérateur à la digitalisation. La digitalisation donne un coup d'accélérateur à la transformation des entreprises. Et elle-même, cette transfo digitale, elle est alimentée par ce qu'on vit tous les jours, parce qu'on a des smartphones, on fait des visios, on a des applis qui sont aujourd'hui hyper plus agiles qu'une entreprise. Donc tout ça, oui, c'est pas la transfo digitale, c'est juste un angle d'attaque pour parler de quelque chose qui est beaucoup plus profond et très pragmatique et hyper intéressant d'ailleurs, en termes même sociétal d'ailleurs. Ça marche. Tu parlais de la crise en fait et de l'accélération obligatoire. Ça me permet de donner la parole à Didier qui travaille à la CCI et qui a accompagné les entreprises sur ce sujet-là. Du coup, Didier, je viens que tu expliques un petit peu justement ta mission auprès des entreprises et comment la crise t'a obligé finalement à proposer des solutions. Raconte-nous un petit peu ça, Didier, s'il te plaît. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Didier Revaux, conseiller transition numérique à la CCI de Maine-et-Loire. Donc effectivement, le témoignage de Vincent était également super intéressant, en complément de celui d'Alice, parce que
quand on parle de digitalisation, puis c'est un petit peu le cœur de cet échange, hein, c'est de se poser la question, au-delà de c'est quoi, c'est où on en est. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même un grand écart, puisque entre le monde un peu de science-fiction que pouvait évoquer Vincent, qui était soit à portée de main, soit une réalité, hein, parce que quand on va à un salon comme Laval Virtual, par exemple, hein, qui est une réalité, on voit effectivement ce que peut évoquer Vincent. Et d'un autre côté, à l'extrême, on a des TPE, des PME qui sont très faiblement numérisées. Donc, on a vraiment un grand écart. Effectivement, la volonté des pouvoirs publics, c'est de pouvoir résorber cet écart-là. Et puis, cette volonté-là a été accentuée beaucoup plus fortement depuis le premier confinement, puisque c'est là effectivement qu'on a pris conscience peut-être un peu plus fortement qu'il y avait quand même des choses, des solutions qui pouvaient paraître basiques, mais néanmoins qui n'étaient pas intégrées par les entreprises et un peu plus spécifiquement par les commerçants restaurateurs. Donc, au niveau de la CCI, surtout depuis bientôt un an, hein, du coup, on a été le relais donc, de politiques publiques et donc de dispositifs qui permettait justement aux entreprises qui étaient fermées, donc tout dernièrement commerce restaurateur, mais également à partir du mois de septembre les entreprises industrielles, donc de pouvoir alors intégrer ces solutions-là, mais pas n'importe comment, parce qu'effectivement ce qu'on a pu voir et ce que j'ai pu moi constater en intervenant directement dans ces entreprises-là, c'est qu'effectivement d'un côté il y avait un retard chez certains. Et d'un autre côté, le confinement a un effet booster ou accélérateur, enfin on prendra le mot qu'on veut, mais néanmoins, la réalité, ça a été d'intégrer ultra rapidement et trop rapidement en fait des solutions. C'est un peu comme si, alors moi je donne souvent l'image, on donnait une voiture sportive à quelqu'un qui n'avait pas le permis, et ça permet de rebondir sur ce que signalait effectivement tout à fait justement Alice tout à l'heure, et dans son métier d'accompagner les entreprises. Et les cabinets comptables sur ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a pu voir des entreprises qui disaient moi, je veux vendre, donc tout de suite, je veux un site internet marchand très rapidement, je me mets sur une marketplace très rapidement pour absolument vendre. Simplement, derrière, ils n'ont pas intégré tous les codes du e-commerce, tous les codes de la visibilité sur Internet, etc. Donc ça, c'est l'effet, entre guillemets, pervers aussi de ce côté boost. Et donc, les programmes d'accompagnement ont permis peut-être de faire ces choses-là de façon un peu plus construite. Donc, ça reposait sur un diagnostic. Donc, on analyse aujourd'hui l'existant et on croise toujours, en fait, avant de faire quelque chose, avec la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire comment elle veut être perçue sur Internet, quelle cible elle vise, quels sont ses objectifs aussi, hein, parce que quand on va sur Internet, OK, on peut avoir des objectifs de vente, mais on peut avoir d'autres objectifs. Et en fait, on met en place les solutions qui sont adaptées vraiment à la stratégie propre de l'entreprise. On n'a pas d'approche en fait uniforme en fait ou dogmatique, hein, du sujet. Alors, ce qui est important, c'est vraiment d'adapter ce qu'on va pouvoir proposer à la structure elle-même et en tenant compte également du profil des personnes, parce que quand on avait échangé en amont de cette table ronde, on avait évoqué le côté humain. Effectivement, le facteur humain, c'est le facteur numéro un dans la réussite de toute transition, qu'elle soit numérique ou autre. Et donc, effectivement, quand on met quelque chose en place, le facteur humain, il est fondamental. L'organisation de l'entreprise, les moyens de l'entreprise et pas que les moyens financiers. En fait, tous ces paramètres-là, en fait, on les intègre pour pouvoir mettre en place quelque chose qui soit à la mesure de l'entreprise et surtout quelque chose qui soit opérationnel. C'est-à-dire qu'on met quelque chose et il faut que ça serve, il faut que ça soit utile à l'entreprise. Donc, en fait, le côté pervers que moi j'ai pu constater un peu, c'est effectivement l'accès direct à la solution. C'est-à-dire qu'on se pose une question et on a une réponse instantanée, mais entre les deux, il y a toute une approche et ça fait partie effectivement des métiers, de nos métiers, hein, les uns les autres, hein, autour de cette table ronde virtuelle. Voilà que d'accompagner les entreprises et de ne pas finalement faire n'importe quoi, parce qu'on peut arriver à de la déception, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément trop évoqué la dernière fois, mais
on peut avoir aussi des réactions. Moi, j'en ai eu de dire, bah ouais, j'y suis allé, ça sert à rien. Facebook, Instagram, réseaux sociaux, ça sert à rien. Moi, voilà, j'ai un site internet, mais il me dégage pas de vente. Voilà. Donc, on arrive à des phénomènes comme ça. Donc, c'est vrai que toute cette partie accompagnement et donc s'appuyer sur des dispositifs qui peuvent permettre d'aider aussi à se sensibiliser, à s'approprier en fait les bons codes et les bons usages. Voilà, ça fait partie un petit peu plus particulièrement effectivement des jobs des CCI qui sont dans nos métiers en fait relais en fait des politiques des pouvoirs publics comme je le disais tout à l'heure. Ça marche. Est-ce que tu as, Didier, un exemple qui te vient en tête sur une réussite justement de digitalisation qui s'est faite dans cette période-là de façon un peu rapide mais accompagnée? Est-ce que tu as un exemple justement d'un client qui a relevé la tête grâce à ça? Enfin, tu peux nous citer un exemple? Alors, plusieurs exemples, effectivement, hein, j'en ai plein en tête parce qu'on a vu quand même pas mal de monde sur cette période-là, puis aussi bien sur du B2C, hein, c'est-à-dire que quand on a pour clients des particuliers que sur du B2B, des clients donc professionnels. Donc, typiquement, les choses que j'ai pu faire très concrètement en fait, chez les commerçants et restaurateurs, c'est tout simplement des choses basiques, hein, derrière, c'est un outil minimum de visibilité locale et puis de référencement dans Google qui s'appelle Google My Business. Et puis, donc, une page Facebook, donc déjà avec ça, on peut faire tout un tas de trucs, on peut bien travailler. Et donc ça, c'est quelque chose que alors, beaucoup l'avaient, mais peu connaissent vraiment en profondeur ces deux solutions-là. Et finalement, il n'y a pas tant que ça en fait d'utilisation vertueuse. Et alors que ce sont des outils qui sont assez simples, mais encore une fois, il faut vraiment s'approprier les fonctionnalités, il faut savoir comment ça marche. Et puis, donc ça a été vraiment mon quotidien, quasi mon quotidien, sur ces types de commerçants et de restaurateurs. Et puis, sur une cible B2B, donc, c'était vraiment très concentré sur LinkedIn. Alors, parce que sur LinkedIn, donc là, effectivement, qui a servi, entre autres, à parler pas mal de cette table ronde de ce soir. Et puis, on est tous présents sur LinkedIn et beaucoup sont présents sur LinkedIn. Et finalement, peu savent utiliser correctement LinkedIn. Et je dirais même que savoir utiliser correctement LinkedIn, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est de se dire, c'est quoi? Moi, je vais aller sur LinkedIn comme je peux aller sur d'autres supports, mais qu'est-ce que je veux en faire? Qu'est-ce que j'en attends? Et l'utiliser correctement, ça veut dire que j'ai mis en cohérence en fait mes attentes, mes objectifs. Donc, j'en reviens encore une fois aussi à ma stratégie avec l'utilisation que je peux faire de cet outil. Donc là, en B2B, bah, typiquement, en fait, les réussites, c'est de réussir à mettre en place au sein d'une entreprise. Donc là, j'interviens plus particulièrement sur des structures de type PME plutôt, où là, je vais travailler avec les équipes commerciaux dirigeants en fait pour mettre en place une véritable stratégie sur LinkedIn et qu'il y ait une cohérence en fait de présence sur LinkedIn et non pas une grosse hétérogénéité comme on peut voir souvent en fait, hein. On a des collaborateurs présents, mais après, quelle image ils donnent en fait de leur entreprise, chacun individuellement en fait. Ça marche. Ouais, du coup, tu parles d'outils. Effectivement, ça fait partie des leviers de la digitalisation. Par contre, voilà, là, on a un focus sur une action particulière liée à la crise. Pour autant, Virginie, ça fait des années que tu travailles sur ce sujet de la digitalisation des entreprises. Moi, j'aimerais bien entendre un peu ton approche par rapport à Valeur&Co sur justement cet accompagnement et le côté de ne pas le faire trop vite, en fait. Tu peux nous expliquer un peu la démarche et pourquoi en fait? Bonsoir tout le monde. Donc oui, effectivement, alors sachant qu'en fait on parle quand on le sent, hein, dans tout ce qu'on a déjà dit jusqu'à présent, c'est que le numérique, par définition, c'est une réalité plurielle. Donc il y a pour le coup déjà cet élément-là de se dire que finalement on ne va pas causer tout à fait de la même manière selon différents paramètres, ne serait-ce que la taille des entreprises, et que pour le coup, ce qui est vraiment super essentiel, c'est de se poser 2 secondes dans notre façon, nous, d'accompagner la transformation. Le but du jeu, c'est vraiment pas du numérique pour le numérique, mais déjà, nous, notre objectif, c'est de rendre le plus agile possible l'organisation. Donc, ça va être essayer de faire en sorte derrière qu'elle puisse réagir le plus vite possible, d'anticiper, de savoir lire un peu son environnement et d'apprendre. Donc ça, c'est un peu ce que l'on a évidemment en tête. Et le numérique, dans ses réalités plurielles, est un super levier qui, justement, va accélérer, amplifier cette agilité-là.
Et donc, du coup, quand on a un peu en tête qu'on peut être uniquement sur certains aspects, ça a une visibilité, une automatisation, une dématérialisation, repenser complètement un business model avec vraiment cette fois ce côté très transformation, on va se poser 2 secondes et que le numérique nécessite, alors c'est un gros mot pour certains, mais c'est impératif, nécessite une stratégie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller effectivement sans prendre un peu le pouls justement de cette maturité numérique de l'entreprise, de là où en est le collectif, de là où en est le dirigeant, parce que, et je ne vais pas parler nécessairement des grandes entreprises ou des ETI, mais si on fait un focus, parce que c'est quand même en France, on a un tissu économique qui est majoritairement, on a à peu près 2,7 millions d'entreprises qui sont sur des TPE, des PME, et c'est là le vrai sujet de cette transformation numérique. Bon, là-dedans, dans ces entreprises-là, finalement, le décideur, ça va être le dirigeant. Et on a plusieurs profils, pour le coup, de dirigeants, mais on peut avoir vraiment des peurs assez ancrées parce que méconnaissance, parce que le mot transformation numérique, si on parle effectivement d'intelligence artificielle, etc., je suis plombier, j'ai 10 collaborateurs, ok, enfin de quoi on parle, je ne suis pas du tout encore. Donc vraiment de prendre le pouls, la température de cette entreprise, de cette réalité d'un collectif et en particulier du dirigeant, décideur qui est derrière, c'est assez primordial. Et donc nous, on va essayer pour le coup de mesurer, de modéliser, enfin on a modélisé en tous les cas des maturités à la fois à l'échelle collective et individuelle, et de voir un petit peu là-dessus comment on va pouvoir essayer d'être soit doucettement sur une introduction un peu plutôt en mode encore, comme avant, j'allais dire, sur des petits projets informatiques. Se dire, il y a un besoin spécifique. On veut répondre sur de la relation client, on veut répondre sur de la gestion de la maintenance, sur des outils collaboratifs. Et ben donc on y va, mais donc on n'est pas forcément sur une transformation globale qui va impacter l'ensemble des composantes de l'entreprise. Ce sera déjà ça, cette première étape justement sur ce processus de numérisation. Et par ailleurs, on peut avoir affaire à des entreprises qui donc vont aller un peu plus loin dans cette envie de rentrer dans une transformation numérique. Et auquel cas, justement, on va aller un petit peu plus loin, soit en fonction de leur maturité, de dresser une feuille de route un petit peu et de les embarquer sur quelque chose qui est un vrai projet stratégique d'entreprise qui va, comme le disait parfaitement Vincent, impacter complètement l'organisation interne. Le numérique, en fait, de par la maturité des technologies qu'on peut employer, les technologies émergentes, revisite complètement les interactions entre les individus. Et par définition, par essence même, du coup, ça ne va pas s'improviser. Donc, il va falloir effectivement mettre en place un certain nombre d'accompagnements au changement pour lever des freins cognitifs, pour s'assurer que finalement on ne se plante pas trop et qu'on arrive à embarquer et l'organisation en interne et en externe. Et c'est jamais très simple. En fait, c'est pas du tout une science exacte en disant voilà, on va dérouler complètement. Par contre, avec l'expérience, effectivement, on a un certain nombre de points de vigilance et une façon d'appréhender finalement l'organisation et les individus, les collaborateurs, les clients qui sont à l'intérieur pour embarquer, faire adhérer progressivement un peu tout le monde. Yes. Au final, voilà, tu parles pas mal de conduite du changement. C'est quelque chose qui est primordial en fait dans cette démarche-là. Ça me permet de rebondir par rapport à Anastasia, parce que voilà, moi je trouve ça un peu rigolo, quelqu'un qui vient du social, de cette réflexion-là, soit présente en fait avec nous ce soir sur la table ronde, parce que l'humain est hyper important dans cette histoire-là. On en a parlé, on en reparlera. Du coup, Anastasia, moi, j'aimerais bien avoir ton approche justement de cette transformation digitale. Voilà, pourquoi tu as un rôle à jouer dans cette démarche-là? Est-ce que tu nous expliquer un petit peu? Alors, on parle effectivement souvent, surtout aujourd'hui, de la digitalisation. Et pour moi, ça devient un petit peu le synonyme du processus que moi, j'appellerais l'humanisation. C'est un peu paradoxal puisqu'on a tous et toutes l'impression que finalement le digital, c'est quelque chose qui se passe en ligne. Il n'y a pas de contact humain, voilà, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas parler en présentiel, alors que ça nous ouvre en fait tout un champ de possibilités. Là, voilà, nous, maintenant, on habite tous les villes
différentes, les pays différents aussi. Donc, on a déjà la possibilité de s'ouvrir, de collaborer ensemble. Ça nous ouvre aussi la possibilité de voir d'autres modes de travail, dits plus collaboratifs. Tout comme dit Vincent, par exemple, au début, ça nous aide à automatiser certaines tâches, à libérer beaucoup plus de temps, puisque là, il nous faut beaucoup plus de temps pour gérer la crise, pour gérer des choses qui n'ont pas été prévues, les changements qui arrivent un petit peu tous les jours, voire toutes les heures. Donc, si avant, en présentiel, je consacrais la plupart du temps à juste la gestion des choses en présentiel, tout comme par exemple la facilitation d'équipe, la gestion de réunions, la conduite des changements avec la présence de tout le monde. Passer en mode digital, ça veut dire utiliser certains outils peut-être collaboratifs ou non seulement collaboratifs, tout simplement digitaux. Ça nous permet déjà de libérer du temps, puisque c'est assez précieux. Ça nous permet de trouver une autre approche de collaborer, mais aussi de communiquer. Donc, passer plutôt vers la communication non verbale. Donc, par exemple, il y a une semaine, j'ai lancé un nouvel atelier sur les gifs. Donc, on me demande souvent, mais Instagram, c'est trop bizarre, mais pourquoi les gifs? Mais finalement, c'est quelque chose qui nous permet de communiquer de manière tout à fait différente. On va plutôt abandonner les mails qui pèsent beaucoup, qui nous prennent du temps, qui sont assez cordieux, qui sont assez lourds à comprendre. Et on va passer à un mode plus léger en disant OK, comment je vais communiquer autrement avec mon équipe, avec mes clients, avec mes utilisateurs, avec mes consommateurs, etc. Donc, il y a tout ce spectre-là de possibilités. Et à chaque fois qu'on me dit non, finalement, mais le digital, ça sert à quoi? Ça sert à créer le contact humain, même si c'est paradoxal pour certains, voire pour la plupart de nous. Ça nous permet de créer le lien qui n'aurait jamais été existé auparavant. Là, je sors d'une session de facilitation, idéation, voire avec les gens qui étaient présents de Singapour, d'Australie, d'Allemagne, de Chine, etc. Et c'est ça, en fait. C'est la possibilité de faire nos projets autrement, de faire nos projets de manière beaucoup plus collaborative, de manière beaucoup plus agile, comme le disait Virginie tout à l'heure, de manière beaucoup plus facile. On parle beaucoup du fait de faciliter la chose. Mais en fait, à chaque fois que je commence un projet, comment je le fais en sorte que ce soit déjà le plus facile, que ça en prenne le moins de temps, pour que ce soit humain, pour que moi, je puisse garder le contact avec tous les collaborateurs de mon équipe, même si parfois, là, la plupart de l'équipe, elle se trouve soit à l'étranger, soit dans une autre pièce, soit dans une autre entreprise, etc., etc. Et aussi, comment peut-être je peux engager un autre cible à laquelle j'aurais jamais pensé avant, puisque c'est ça, c'est le moyen de communication, c'est le moyen de communiquer autrement, et c'est aussi un champ de possibilités pour découvrir finalement OK, mon produit, quelles seraient d'autres possibilités, quels seraient d'autres champs d'ouverture, quelles d'autres cibles je pourrais engager et quelle nouvelle stratégie je pourrais construire. Donc, à chaque fois qu'on me demande, mais finalement, le numérique, est-ce que ça coupe le contact? Mais en fait, c'est là la porte, qu'il suffit juste d'ouvrir et de se dire, mais finalement, OK, il y a d'autres possibilités qui sont beaucoup plus larges. Donc, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Ça marche. Pour la conférence, la table ronde de ce soir est un exemple, justement, parce qu'on n'aurait peut-être pas croisé Alice, Nastasia, qui ne sont pas sur Angers. Donc, effectivement, ça nous rapproche. Moi, j'aime bien quand on parle de digital en ces termes-là, parce que ça me paraît important. C'est un outil pour nous rapprocher. Par rapport à ça, en fait, on a vu différents aspects du pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça peut apporter, la digitalisation des entreprises. On a parlé de visibilité, on a parlé de l'offre, de travailler sur l'offre. D'optimiser ses ventes, etc. On a parlé d'agilité, la capacité à s'adapter à l'environnement, donc tout ça c'est super. Mais en fait, pourquoi toutes les boîtes elles le font pas déjà ça? Parce que ça a l'air génial. Pourquoi? On a parlé de freins et du coup d'accompagnement en changement, mais est-ce qu'il y a d'autres freins que vous imaginez? Je sais, Virginie, l'autre fois tu m'as parlé d'un frein particulier. Et d'ailleurs, c'est un peu lié à l'actualité avec des serveurs, des data centers qui prennent feu. Voilà, est-ce que justement ça fait que non, on ne peut pas le faire, quoi. C'est trop risqué, Virginie, qu'est-ce que tu en penses?
on va arrêter. Clairement, enfin, ce sont des arguments, c'est-à-dire liés au risque, ça puisse être justement typiquement la destruction des serveurs OVH. Là, on se dit, attends, je vais surtout pas y aller. Et toute boutade mise à part, j'entendais encore vraiment en presque bref de comptoir récemment. Et donc, il y a vraiment ces peurs-là, ça, de s'appuyer ou de s'auto-justifier en disant maintenant il ne faut surtout pas y aller parce que regarde, finalement, on peut perdre nos données, les cyberattaques, nous sommes sur Vidanger qui a été, comme quelques communes récemment attaquées, donc avec des effets, pour le coup, d'ailleurs on reprend conscience finalement des propositions de valeur de nos communes. Mais donc oui, il y a clairement cette réalité-là. C'est-à-dire que par définition, le numérique, c'est pas le monde de bisounours où tout va bien se passer, où la transformation se passe clairement avec le sourire. Non, il y a forcément des heurts. Une transformation, il n'y a pas à tortiller, il y a nécessairement des impacts humains. Enfin, je veux dire, on met un peu de soi dans une transformation. Donc ça va forcément un peu modifier un certain nombre de choses et que les freins, vraiment, je ne peux qu'inviter, on pourra peut-être mettre le lien, mais il y a une étude qui a été faite récemment pour la Direction générale des entreprises via France Num, qui redit encore qu'on a à peu près 15% des entreprises, donc il dresse à peu près 5 portraits types justement du dirigeant décideur, et on a 15% des entreprises qui sont qui sont dans le profil prudent. En mode, on ne va surtout pas aller justement sur ces sujets numériques, parce qu'on va donc déjà de prime abord mettre en avant les risques, les cyber-risques qui sont associés, qui sont une réalité. Mais derrière, ce qui est amusant finalement, c'est vraiment d'aller chercher quels sont les véritables freins, et on revient clairement sur des peurs. C'est je méconnais le numérique, on me parle de transformation, ça me fait peur, c'est pas mon job, en quoi c'est pertinent pour moi? Moi, je reprends des TPE, en quoi ça me sert d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux? Ok, quand je suis en mode Covid, ça peut être intéressant parce que c'est un réel amortisseur, mais derrière, je ne vois pas forcément. Donc, il y a vraiment des freins qui vont être liés à ces méconnaissances, à l'argent qu'il faut mettre sur la table, finalement, comment je vais avoir c'est quoi le retour sur investissement, sur le temps. Derrière, voilà, les équipes, est-ce que je n'ai pas les compétences? Moi, dirigeant toujours de ma boîte, on est 40, 50. Finalement, je ne sais pas par où attaquer, j'ose pas, je ne sais pas trop, j'ai peur, je n'ai pas confiance. Il y a, malgré la présence de la CCI, il y a finalement encore une foultitude d'acteurs qui sont présents. Et donc, il y a une espèce, il y a plein de paramètres qui font qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec un constat qui est encore une fois, il y a trop peu d'entreprises, de TPE et PME en France qui passent le cap. Et je finis juste là-dessus, mais c'est quand même super important de se redire qu'en France, Europe, sur un périmètre de 28 pays encore, on était milieu de tableau. C'est-à-dire qu'il y a un super indice qui permet de mesurer finalement où on en est à l'échelle de l'Europe, qui s'appelle le DESI. Et pour le coup, on est 15e là-dessus. C'est-à-dire sur 4-5 critères, 5 critères qui sont évoqués, on n'est que 15e en France. Et l'Union européenne, par rapport à une échelle mondiale, on est un peu à la bourre. Donc il y a un vrai impératif urgent de se dire justement comment on arrive à aller décocher ces freins de nos décideurs, qui sont soit plutôt de l'ordre de l'émotionnel ou un peu liés à leur entreprise. Comment on arrive à rendre plus lisible finalement l'offre, les aides, parce qu'il y a une foultitude d'offres et d'acteurs institutionnels là-dessus. Et donc il y a encore pas mal de choses justement à déverrouiller pour vraiment on reste au niveau national, avoir une compétitivité, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, qu'on ne soit pas dernier de wagon parce qu'on n'aura justement pas su traiter et prendre le train en marche. Yes. Donc après, il faut trouver des arguments en fait au niveau des entreprises pour arriver à les convaincre de l'intérêt. On a la question d'ailleurs de Estelle qui nous dit mais du coup c'est bien que vous parliez ce soir parce que moi dans mon entreprise j'aimerais bien qu'on avance sur la digitalisation, mais il y a des freins, ils ont besoin de comprendre à quoi ça va leur servir, etc. Moi j'ai un argument et je l'ai vécu dans certaines entreprises, c'est tous ces outils qu'on met en place. Ça permet de mieux connaître aussi le travail en fait au sein de l'entreprise, l'activité. Je pense au CRM notamment, je pense à tout ce qui est les outils de planification de tâches, etc., qui vont permettre de savoir finalement
Je prends l'exemple d'une grande assurance qui planifie à la demi-heure près chaque salarié ce qu'il va faire, etc. C'est un outil, c'est des outils digitaux qui permettent pour les chefs d'entreprise de mieux comprendre, mieux maîtriser peut-être leur activité. Par rapport à ça, vous avez déjà travaillé justement sur des digitalisations de ce type-là. Et deuxième question derrière ça, est-ce que vous, on a des entrepreneurs dans l'Assemblée, est-ce que vous mettriez en place des solutions de ce type-là pour piloter l'activité de votre entreprise? Vincent, par exemple. Alors, bon, la réponse est oui globalement, mais je voudrais simplement, pour bien illustrer mon propos, revenir sur la question précédente parce qu'elle est hyper importante. En fait, je vais répondre à ta question en même temps par la précédente. Et en fait, la question pour laquelle toutes les entreprises n'y sont pas déjà, c'est déjà parce qu'on n'y connaît rien. On n'y connaît rien, on croit connaître plein de choses, mais en fait, on rentre dans un monde, dans un univers technologique qui parfois est hyper complexe. Je reprends par exemple mon exemple sur la digitalisation du commerce, qui est un sujet que je connais bien, et puis en plus, c'est le fer de lance d'une entreprise quand même de vendre aussi ses prestations et ses produits. Mais c'est hyper compliqué de se poser la question à comment je vais digitaliser mon cycle de vente, mon parcours client, mon expérience client. Comment je le digitalise en partant de la phase d'acquisition jusqu'à la phase de fidélisation, en passant par différents outils qui vont être liés au référencement, au SEA, au SEO, avec des outils de marketing automation, avec une gestion de base de données comportementale, bref, c'est hyper compliqué. Et quand on croit pouvoir connaître un peu les choses, finalement, c'est des sujets qui sont hyper compliqués. Moi, je suis le premier à bien baigner dans le truc. J'ai quand même écrit un livre sur le sujet. Et dans ma propre entreprise, j'apprends des choses quasiment tous les jours de prestataires externes qui me donnent des tuyaux, des manières de faire, et des trucs astuces auxquels je n'avais pas pensé. Et donc, c'est pour ça qu'on a un énorme travail d'acculturation à faire. Et ce travail d'acculturation, on le fait souvent auprès des collaborateurs ou des managers, mais c'est avant tout auprès des dirigeants qu'il faut le faire. Leur rôle, ce n'est pas de tout connaître, mais c'est d'avoir la connaissance de jusqu'où on peut aller et de tout ce qu'on peut faire. Mais derrière, ça pose un autre problème, c'est que comment j'estime mon ROI, comment j'estime le changement d'une pratique par une autre. Et je vais être partagé entre l'envie de le faire, parce que j'en ai vu qui le faisaient et qui travaillent déjà comme ça, et ça m'inspire vachement de les voir. Et moi, dans mon entreprise, comment je le fais? Par où je passe? Par quelle étape? Combien de temps ça va prendre? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va me donner une forme de rentabilité ou pas? Est-ce que mes commerciaux, ne serait-ce que ça, ne vont pas perdre du temps en passant la moitié de leur temps derrière un écran plutôt que d'être chez les clients? Et même si je leur prouve par A plus B qu'en passant la moitié de leur temps sur LinkedIn, ils vont vendre plus qu'en passant la moitié de leur temps chez leurs clients, en allant voir, pas des clients, mais des prospects potentiels, et que quand ils se déplacent, ce n'est uniquement que des clients qui ont 80 ou 90% de chances d'être transformés, même si je le prouve, il va avoir du mal à le mettre en place. Et c'est compréhensible parce que derrière ce manque de connaissances, il y a un manque de pratique. On n'est pas éduqué comme ça. C'est hallucinant. Alors, sûrement pas chez My Digital School, probablement, mais j'interviens dans différentes écoles et je suis effaré de savoir qu'à Bac plus 4-5, les jeunes ne savent pas faire du vrai social selling. On parlait de LinkedIn tout à l'heure, vous en avez un peu tous parlé. Il y a des pratiques, il y a des techniques. Alors oui, on apprend à se présenter, à dire bonjour, à argumenter, à vendre, à contre-argumenter, mais on n'apprend pas à faire une approche. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui utilisent LinkedIn pour faire du mailing, ce qui ne sert absolument à rien, ce qui n'est pas du tout le but du truc à la base. Et donc, il y a un frein non seulement de connaissance, il y a un frein d'usage parce qu'on n'est pas éduqué comme ça. Et puis après, il y a un troisième frein qui est hyper étrange dans notre monde actuel, c'est que quand vous parlez de transformation digitale, alors moi c'est un mot que j'adore, je l'utilise 10 fois, 1000 fois par année, mais c'est que la transformation digitale doit être avant tout une transformation humaine, tu l'as dit Anastasia, et tu as tout à fait raison, et tout le monde l'a plus ou moins sous-entendu dans son discours ici, mais en fait, à l'inverse, on se met un poids énorme sur l'humain, comme si le problème c'était l'humain. Il faut faire de l'accompagnement au changement, Et oui, bien sûr qu'il faut en faire, mais je vous donne un exemple hyper concret. L'année dernière, j'interviens dans une entreprise, une grande assurance au Luxembourg,
et ils mettent en place un chatbot. C'est un projet énorme dans la boîte et ça change plein de choses. Mais c'est pris comme si c'était quelque chose de problématique, comme si c'était tellement innovant dans l'entreprise que ça va tout faire changer, que ça va changer le job de chacun, que ça change la philosophie de l'entreprise, etc. Alors que dans la vie, c'est hyper pratique d'utiliser un chatbot pour n'importe quel site web et demander si son train va arriver à l'heure ou si le produit qu'on va acheter sur Vinted ou sur Le Bon Coin, on envoie un message, on attend d'avoir la réponse. Bref, on est hyper habitué dans la vie de tous les jours. Mais quand on passe dans le monde de l'entreprise, ça devient hyper compliqué. Alors du coup, on se met des freins supplémentaires. Et en fait, on met des freins supplémentaires alors que ça devrait être un levier. En fait, l'humain est hyper plus flexible que ce qu'une direction d'entreprise veut le penser. Mais comme eux, ils ont peur, ils transmettent leur peur aussi en interne. Donc tout ça, ça fait que on ne le fait pas forcément, alors qu'en fait, il y a des super leviers à aborder. Voilà. Donc après, à partir du moment où on voit les choses comme ça, et qu'il faut simplifier, déculpabiliser, comprendre, etc., après, on met en place plein d'autres choses. Et la vraie transformation pour moi d'entreprise, via l'axe du digital, elle n'est pas dans les énormes projets de transformation. Les plus grosses transformations que l'on fait, les plus grosses transformations, c'est des choses toutes simples. Utiliser LinkedIn, prendre un nouveau prestataire pour le référencement, imaginer son site web avec un nouveau parcours client, mettre en place des outils collaboratifs pour le projet machin qui vont être utilisés dans le deuxième projet ensuite. Sauf que derrière, c'est le rythme et la vision qui n'est pas écrite. Donc, si on écrit une vision, mais qu'on met en place des outils simples, ça va aller très vite. Si je n'ai pas de vision ou je mets en place des outils compliqués, ça va planter. Donc, derrière, après, on peut mettre en place ce qu'on veut et faire du test and learn, qu'on soit chez Total, une des plus grandes entreprises françaises, ou dans une TPE, un consultant indépendant, pour transformer ces formations en distanciel avec une base de données, un parcours d'achat, avec un formulaire pour s'inscrire, pour s'enregistrer automatiquement sur une formation en ligne, c'est hyper compliqué. Alors qu'en fait, sur Doctolib, on prend son rendez-vous chez le médecin et c'est hyper simple. Au final, ce que tu nous dis là, c'est que dans la transformation digitale, c'est un peu ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on y va étape par étape, pour pas que ce soit un gros morceau d'un seul coup et que ce soit digérable, de ne pas en faire toute une montagne pour le coup. Alice, dans l'approche que tu as sur la partie marketing, communication, est-ce que c'est peut-être plus facile justement parce que c'est assez concret, c'est tout de suite quelque chose de visibilité, etc. Ça n'engage pas forcément toute l'entreprise. C'est peut-être plus facile à l'aborder auprès des entreprises. Comment tu le vois ? Oui, effectivement, c'est plus ou moins facile. Après, on peut avoir aussi des freins en fonction des personnes, en fonction des experts comptables que l'on a en face. Mais si au niveau de la communication, ça, on leur propose tout un plan d'action concret à mettre en place, que ce soit auprès de l'expert comptable et aussi auprès des collaborateurs. On leur dit d'avoir une page entreprise sur LinkedIn, mais aussi d'avoir les collaborateurs sur LinkedIn qui repartagent, qui postent également eux. Et c'est vrai qu'il y a un frein en fait chez les experts comptables, c'est le recrutement de nouveaux collaborateurs. Et ils disent, moi j'ai du mal soit à conserver les talents au sein du cabinet ou à recruter un nouveau collaborateur. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et en leur disant, si vous êtes visible sur Internet, si sur votre site Internet, vous avez une page recrutement, si vos collaborateurs communiquent sur les réseaux sociaux en disant qu'il y a une offre de poste qui se crée dans leur cabinet, s'ils se mettent à être visibles auprès des formations, etc., et ça leur permet de ne plus avoir ce frein et d'augmenter leur visibilité, d'augmenter avec la communication et du coup ne plus avoir ce frein de recrutement au sein de leur cabinet. Ouais. Ça marche. Je pense que ça fait des années qu'on dit à tout le monde, il faut que vous ayez un site internet. Après, petit à petit, on rajoute des couches. Il faut que vous soyez physique, il faut faire du référencement, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, je pense qu'il y a une évangélisation, donc c'est pas facile à dire, sur le sujet qui permettent d'avancer et d'apporter finalement ce côté-là point par point. Il y a peut-être aussi un autre argument qui est que c'est assez pragmatique de dire, en fait,
on a des retours clients chez tous les clients chez qui on est passé, on a augmenté le ROI de temps, l'acquisition de leads de temps, etc. Est-ce que vous avez cette capacité justement à chiffrer la réussite en fait de ça? Oui, exactement. On leur fait on propose à nos clients des reporting avec des outils comme Google Analytics, Google Search Console, en leur disant, vous voyez, avec tel contenu, avec tel article, vous avez réussi à capter tant de personnes, amener tant de personnes sur le site internet. Et du coup, derrière, ça a amené tant de personnes sur la page contact pour ensuite ces personnes-là ont envoyé un formulaire de contact pour vous contacter. Et puis, il y a cette partie aussi où il y a... oui, c'était ça, c'était toute la partie ROI sur aussi les reporting. Donc, on met en place des KPI avec eux pour savoir, en fonction de leur objectif, nous, on veut tant de personnes, tant d'abonnés au bout de 3 mois sur Facebook. Ok, alors si c'est vraiment un gros nombre d'abonnés, on leur dit peut-être mettre en place des publicités sur Facebook Ads et en mettant comme objectif apporter un nombre d'abonnés, augmenter le nombre d'abonnés sur Facebook. Ou ça dépend après des objectifs. Ça, c'est vraiment dépend des objectifs du cabinet, des objectifs du client. On leur met en place des KPI et après on leur propose un reporting et des recommandations pour, par exemple, pour le mois d'après ou pour le semestre d'après, etc. Ça marche. Et ça leur permet de cerner en fait l'avantage concurrentiel que ça peut leur apporter, vis-à-vis de la concurrence. Exactement. Est-ce que je vois Virginie qui hoche de la tête plus ou moins d'ailleurs? Tu veux réagir peut-être? Oui, la réaction en tous les cas, c'est de se dire que sur certains champs, c'est relativement simple. D'accord. En tous les cas, il y a un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre de se câbler, effectivement, comme le dit parfaitement Alice, et donc on va sur certains champs du numérique, pouvoir complètement être sur une logique de retour sur investissement, parce que nous, on est sur la transformation, sur de l'engagement, et donc on va avoir un certain nombre d'analytics qui vont nous permettre sur certains aspects du numérique, c'est un poil plus sioux, en fait, d'avoir vraiment ces notions de retour sur investissement, et je ne sais même pas si ça doit être, pour le coup, l'alpha et l'oméga du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pour moi 2 façons de voir. Il y a déjà de se dire si c'est un impératif absolu. La notion de retour sur investissement, je n'ai même pas à la voir parce qu'en fait, c'est juste si je ne le fais pas, vraiment pour certains secteurs d'activité qui sont très tangués, ça veut dire que dans 5 ans, je ne suis plus là. C'est simple, et c'est vraiment ce fameux chiffre qui a fait le tour, c'est 52% du top 500 des sociétés américaines qui depuis 2000, n'existent plus. Donc c'est aussi recta, c'est qu'on aura beau tourner le retour sur investissement, c'est un faux sujet. Donc ça, pour moi, c'est quand même important. Et 2, au-delà de ça, si on veut quand même financiariser un peu l'approche, je pense que pour moi, c'est vraiment les logiques plutôt de capital immatériel et de se dire que le système d'information, parce que le numérique va quand même s'ancrer dans un système d'information, le système d'information, c'est un des 7 points qui est important sur le capital immatériel. Et donc en termes de valorisation d'une société, d'une entreprise, comme le capital humain, donc toutes ces ressources immatérielles sont importantes et vont être à un moment donné valorisées, typiquement sur des moments clés. Une session d'entreprise, je suis toujours ce dirigeant, et en France, on a quand même un certain nombre de profils de dirigeants qui sont là-dessus, sur les plus de 55 ans qui cherchent à céder leur entreprise. Bon, à un moment donné, retour sur investissement, il va être calculé un peu différemment, puisque d'aller justement réinvestir sur son système d'information au travers d'outils pratico-pratiques, tous ceux qu'on a cités, planification, gestion de projet, gestion de SAV, des interventions, tout ce que l'on veut, CRM, tout ça va donner de la valeur finalement et va permettre aux dirigeants de mieux céder finalement son entreprise. Donc, c'est quand je hochais la tête, c'est oui, sur certains sujets, c'est assez simple, on est assez aidé. D'autres, à mon avis, c'est même pas la question parce qu'on pourra se dire que ces entreprises seront plus là dans 5 ans. Et d'autres encore, il faut peut-être avoir un champ de vue un peu plus justement sur ces logiques de capital immatériel et de penser une valorisation globale des ressources immatérielles de l'entreprise. Parce que c'est la réflexion. Ça marche. On se rend compte là que c'est pas évident en fait de convaincre. Il faudrait que les chefs d'entreprise nous écoutent ce soir pour voir tous les avantages de la digitalisation de leur entreprise.
il y a des chiffres qui font un petit peu peur quand on entend Virginie en disant « oulala, je vais perdre ma boîte, je n'aurai plus de valeur si je ne fais pas ce qu'il faut ». Donc, il y a une prise de conscience à avoir, il y a effectivement des efforts à faire. Moi, j'ai une idée en fait pour ça, pour amener dans l'entreprise du digital. Alors, je ne suis pas Magister School par hasard. Est-ce qu'une piste, ce ne serait pas d'avoir un petit soldat bien outillé avec les outils du digital qui apporterait ça en fait dans l'entreprise, cette culture, cette envie d'aller chercher des nouveaux outils, d'apporter progressivement dans l'entreprise une petite touche, enfin par petite touche, pour qu'il y ait cette maturité technologique qui se développe petit à petit. Est-ce que vous pensez que c'est une piste intéressante ? Je donne la parole à Alice, qui est sortie des études il n'y a pas si longtemps que ça. Justement, est-ce que ça, tu l'as apporté dans ton entreprise, ce côté-là ou... Oui, exactement. Moi, j'étais à la première salariée dans la boîte. Donc, j'ai rejoint mon patron, qui lui avait fait 10 ans en cabinet d'expertise comptable, mais qui n'est jamais allé jusqu'au diplôme. Et il y avait plein de sujets sur lesquels j'ai pu apporter ma touche. Ça, c'est notamment sur moi, c'était surtout sur les sites internet, sur que le contenu sur internet, c'était hyper important, le content marketing qu'on entend souvent parler. Et toute cette partie-là où les réseaux sociaux, comment capter, montrer au cabinet qu'on peut capter du client, on peut capter du prospect sur les réseaux sociaux, qu'on peut et aussi des nouvelles cibles. Tout dépend comment communiquer et comment prouver. En gros, je leur expliqué un peu comment travailler leur communication, donc surtout ces aspects-là. Et aussi l'aspect KPI, comme j'ai pu dire, l'aspect Google Analytics, etc. C'était des outils que par exemple, mon patron ne maîtrisait pas totalement, et donc que moi j'ai pu voir en cours et dans d'autres expériences. Donc toute cette partie-là, j'ai pu prouver avec ces outils, et montrer au client que tout ce qu'on met en action avec lui, ça apporte derrière des objectifs et du résultat. Yes. Donc, là, on a une vraie problématique finalement, parce qu'on est toujours à la traîne dans cette histoire-là de transformation digitale. On en parle depuis des années et on a l'impression parfois que c'est mieux parce qu'on dit ouais, c'est cool, il y en a plein qui ont un site internet, sauf que pendant ce temps-là, les outils, l'innovation, tout se transforme et on est toujours avec un train de retard. Pour arriver à vraiment à convaincre, il y a effectivement des entreprises où c'est un peu plus facile, entre guillemets, ou en tout cas on peut rentrer par une petite porte. Mais par exemple, Virginie, toi, les entreprises qui te sollicitent par rapport à ça, c'est parce qu'elles ont vu des résultats dans une entreprise qui a permis d'améliorer les choses. Comment ça se passe ? Oui, alors il y a une dimension pour le coup assez réseau bouche-oreille qui est finalement assez basiquement, moi c'est plutôt comme ça finalement l'apport sur les interventions et on intervient pas mal sur plutôt en fait vraiment, c'est sur d'étape par étape, mais sur des besoins spécifiques. Donc c'est vraiment de se dire pour plutôt les petites entreprises, comment rapidement on peut mettre en place ce qu'on a installé récemment en tous les cas. C'était vraiment accompagné sur la partie gestion un peu de la maintenance, maintenance curative, préventive, donc un sujet vraiment un peu du quotidien, et donc comme d'habitude, j'allais dire un peu de shadow IT avec des tableaux Excel en large en travers pour une vision globale du sujet. Donc c'est vraiment sur des besoins spécifiques et on fait appel à nous parce qu'effectivement il y a eu une discussion, un échange et qu'entre deux dirigeants ils ont été rassurés finalement. Je pense qu'il y a cette dimension finalement intuitive personnalisé pour le coup, mais très je peux faire appel à cette agence, à ce cabinet, parce que finalement il y a eu vraiment de l'apport. Donc nous on est plutôt là-dessus sur les transformations numériques, plutôt effectivement sur des besoins spécifiques identifiés, donc soit un peu fonction support, ou plutôt parce que c'est aussi une envie et qu'on adore ça en fait, donc c'est plutôt là-dessus. Et ça rejoint, alors je crois que c'était aussi l'idée qu'il disait à un moment donné, mais
Vincent, mais on ne peut pas, de toute manière, au vu de ce que représente aujourd'hui en 2021 numérique, on ne peut pas, en tous les cas sur nos tailles d'entreprise, être un expert en veille sur les dernières évolutions, sur l'ensemble de ce que signifie le numérique. On ne peut pas être au taquet sur du MES, on ne peut pas être au taquet sur du CRM, du SIRH, de la gestion de maintenance de la GMAO, de l'intelligence artificielle, des modèles prédictifs, etc. C'est juste, à mon sens, en tous les cas sur des tailles comme les nôtres, c'est juste pas possible, et heureusement j'allais dire. Et donc nous, on a vraiment aussi envie, on se fait plaisir, et du coup, de travailler encore plus sur les dimensions, soit un peu du quotidien comme ça, soit vraiment relation client, et justement télémanagement, les outils collaboratifs, la circulation de l'information, parce que j'arrête là-dessus, mais parce que nous on boucle un peu, on est un peu monomaniaque sur ces histoires d'agilité, et que l'information, l'accès à l'information par le plus grand nombre dans une entreprise reste à mes yeux, à nos yeux, hyper central pour arriver. Anastasia disait l'humanisation, moi j'ai plutôt ça en tête, c'est plutôt l'hybridation. C'est-à-dire que pour moi, l'enjeu de ce qu'on essaie d'apporter comme ça, c'est arriver à hybrider tous les modes. Et donc, on va faire un peu plus menu sur la dimension relation client, comment on peut hybrider avec ses collaborateurs. Et puis, quand on est sur des besoins spécifiques, comment on peut enlever 2-3 épines finalement pour les entreprises et les collaborateurs. Ça marche. Pour reprendre la question, parce que pour Didier, je pense que ça peut être intéressant au niveau de la CCI, comment ça s'est passé aussi. C'est-à-dire que une fois que vous avez commencé à accompagner les entreprises avec ces dispositifs qui ont été mis en place, est-ce qu'il y a eu un afflux en fait de personnes qui sont venues vous voir en disant mais là j'ai vu le voisin, il a fait ça, c'est génial, j'y vais aussi. Alors, ça arrive effectivement qu'on ait des contacts entrants. Surtout encore une fois ces derniers mois, parce qu'il y a eu entre autres des annonces d'aide sur le numérique, donc c'était voilà, même si effectivement c'est pas forcément la bonne raison pour opérer une transition, néanmoins je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, l'essentiel c'est de s'engager, et donc effectivement les effets d'annonce d'aide ont pu générer des contacts entrants chez nous, ce qui a vraiment nous, on s'est engagé et on a fait engager les entreprises dans cette démarche-là. C'est vraiment à l'appui des dispositifs dont je parlais tout à l'heure, et donc orienté vers les industriels, et puis orienté vers les activités commerce et restauration, hein, comme je précisais tout à l'heure. Donc là, effectivement, après ça permet c'est une clé d'entrée, et donc voilà, les entreprises qui ne se seraient pas forcément lancées, ce qui a été dit par les uns les autres, c'est effectivement tout à fait juste, hein, tous les freins, tous les blocages, effectivement, la méconnaissance technique, etc. etc. J'écoutais avec attention aussi la façon dont on a, nous également, de parler quand on baigne, je dirais, dans le numérique. Hein. Alors, je ne connais pas en détail l'audience qu'on a ce soir, mais si on parle de SEO, de SEA, de KPI, de captation de leads, etc. Je ne sais pas si tout ça c'est bien intelligible en fait pour notre auditoire ce soir. Néanmoins, voilà, c'est vrai que ça sort un peu naturellement de nos bouches, mais voilà, il y a effectivement toutes ces petites choses-là qui peuvent effectivement faire penser que c'est un monde compliqué, que c'est un monde, etc. Voilà, donc il y a effectivement de la sensibilisation, de l'information, peut-être un peu de vulgarisation aussi, pour vraiment faire entrer dans la démarche. Et puis après, comment on conduit la démarche? Effectivement, c'est les professionnels qu'on est tous qui permettent effectivement de désacraliser les choses, de dire attendez, pas de panique, on va vous aider, voilà, on va travailler avec vous en fonction, encore une fois, des objectifs et de la stratégie de l'entreprise. Ça marche. Merci Didier. Je vais épuiser cette question-là parce que ça m'intéresse aussi vis-à-vis de Vincent, parce que du coup, tu as ton entreprise du Monkeys, donc une activité voilà, autre, même si tu appliques tes préceptes. Voilà. Mais du coup, c'est des gens qui viennent te solliciter. Par exemple, tu parlais d'une assurance du Luxembourg, etc. Pourquoi ils viennent te voir et comment ça se passe? Alors eux, c'est un peu différent parce que j'ai deux activités. J'ai mon activité de conseil auteur conférencier. Donc là, cette entreprise-là était venue me voir à ce titre-là. Et puis j'ai effectivement YouMonkeys où on fait du micro-learning, on transforme des formations en formations de 3 minutes par jour. Et pourquoi ces entreprises viennent nous voir? C'est parce que alors, on
Disons qu'à la base, il y a un changement sociétal ou un changement managérial. Et c'est là d'ailleurs où c'est le plus intéressant, où n'importe quel outil digital prend une ampleur importante, c'est quand elle répond à un besoin très simple, inhérent à notre société et qui était presque latent. Et aujourd'hui, le besoin latent, tout bêtement, c'est que bah, les métiers évoluent beaucoup trop vite. Le nombre de compétences à acquérir étant tellement de plus en plus important. Didier, tu parlais de tous les acronymes, tous les mots qu'on utilise ce soir. Bah, effectivement, c'est compliqué, mais j'ai pas besoin de faire une journée de formation là-dessus. J'ai pas besoin de partir 2 jours à Paris en formation pour apprendre ces mots-clés-là. Alors, on a inventé le e-learning et le e-learning répond très très bien à un certain nombre de besoins. Mais est-ce que j'ai besoin, pareil, de faire un e-learning d'une demi-journée ou d'une journée entière sur ces mots-clés-là? Non. Par contre, si j'en apprends un chaque jour, dans un mois, je suis vachement meilleur qu'aujourd'hui. Et donc, c'est là que le micro-learning a toute sa force. C'est que, et c'est la raison pour laquelle on vient nous voir, c'est qu'il y a un changement managérial qui est un besoin d'apprendre chaque jour, d'apprendre régulièrement, d'évoluer dans son métier, de se rassurer sur des compétences qu'on n'a pas. Aujourd'hui, on change de métier rapidement. Dans un même métier, on va nous donner des missions sur des choses qu'on ne connaissait pas. Moi-même, dans ma boîte, je donne à mes collaborateurs des choses à faire qu'ils ne connaissaient pas, aller rechercher des fonds, des financements, aller chercher un nouveau fournisseur sur tel et tel domaine, où moi, j'y connais rien et eux, ils y connaissent rien. Eh ben, il va falloir se former rapidement. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur Internet des tutos, sur YouTube, on appelle des copains qui ont déjà fait le truc. En 5 minutes, 10 minutes, ils nous donnent l'info. Et donc, en fait, la façon de se former de manière très, très rapide est aujourd'hui, enfin, c'est une manière de consommer de l'information et de la formation. Nous, la seule chose, c'est qu'on a un outil qui est dédié à ça, une pédagogie qui est dédiée, enfin, bref, on l'a structuré. Peu importe, je ne suis pas là pour parler de mon métier, mais ce qui est intéressant, c'est que on a digitalisé quelque chose qui se fait naturellement et qui devient de plus en plus prégnant dans notre société actuelle. C'est là où ça fonctionne le mieux. Et c'est là où naturellement on va digitaliser. Et il y a, ben, voilà, je reviens après sur tout ce qui a été dit, il y a ceux qui le font et puis ceux qui ne vont pas le faire. Et ils ne seront pas au même niveau dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 5 ans. Si je dois prendre un exemple que je prends souvent, et je terminerai là-dessus, vous imaginez 2 entrepreneurs dans le bâtiment. Il y en a un vous les prenez il y a quelques années, il y a une trentaine d'années. Il y en a un qui ne sait pas qu'il y a des perceuses électriques qui existent, des visseuses électriques, il y a des scies électriques, des scies circulaires électriques. Et donc, il demande à ses ouvriers de tout faire à la main, avec des vilebrequins, avec des marteaux, avec des tournevis manuels. Il ne sait pas que tout le reste existe, ou il voit que ça existe, mais il ne comprend pas comment ça marche. Et bien forcément, quand il a un pic d'activité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va embaucher un nouveau gars, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et il va faire une super boîte, parce qu'ils seront peut-être 10 au bout d'un moment. Et puis il y a celui qui connaît tout ça. Alors, du coup, il va acheter ses outils. Et ben, avec ces outils, plutôt que d'embaucher un mec en plus, il va capitaliser. Il va avoir des immobilisations qui donnent de la valeur à sa boîte. C'est ce que disait un peu Virginie. La masse salariale a de la valeur aussi. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, bah, ça permet d'embaucher un petit peu moins. Oui et non, ça permet surtout de travailler peut-être beaucoup plus vite et beaucoup plus précisément. Et pendant qu'on fait ça, on peut faire autre chose et aller chercher d'autres marchés à côté et être plus réactif et être peut-être plus efficace. Et donc, à la fin, j'aurai peut-être une boîte de 10 personnes également, sauf que ma boîte, d'un côté, elle fera peut-être 500 000 euros et de l'autre, elle fera 3 millions d'euros. Alors, ce n'est pas la course aux œufs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est 2 entreprises complètement différentes. La manière de manager, la manière de voir le business, la manière d'acquérir, la manière de capitaliser, tout ça ça fera une entreprise différente. C'est exactement pareil avec la digitalisation. Il y a celui qui ne sait pas encore utiliser tous ces outils et celui qui sait. Et ben, celui qui ne sait pas, il reste sous un modèle actuel. Et encore une fois, il n'y a pas de mal. Peut-être, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit faut digitaliser, il faut digitaliser. Il peut être très bien à vivre comme ça et faire son business et être très heureux. Il faut juste savoir qu'à côté, il y en a d'autres qui prennent des chemins différents et qui peuvent être ceux qui, demain, vont nous aplatir, pas directement, mais indirectement par le marché. Donc, il faut faire la part des choses entre ce qui est essentiel, ce qui est de la survie, ce qui est de l'envie, ce qui est simplement de l'évolution aussi des choses naturelles, parce qu'il y a peut-être un moment donné où quand je vais recruter mes salariés, ils ne voudront pas peut-être taper toute la journée avec un marteau et puis visser à la main. Ils ont peut-être envie d'outils aussi. Donc il y a un alignement comme ça du marché. Pour répondre à ta question, pourquoi on vient nous voir, bah, c'est qu'en fait, il y a
ce sont des entreprises différentes, ce sont des évolutions différentes, des modes de management, des outils différents, et donc forcément, on attire différemment derrière. Et à chaque fois, il y a toujours un besoin inhérent à notre société ou à notre manière de faire. Yes. Merci Vincent, qui nous permet de résumer pas mal de choses qu'on s'est dit ce soir. Il est déjà 19h30 passé, donc je vous remercie. Pour résumer un petit peu, on a tous compris et on est baigné dedans, on a cette agilité-là de comprendre que le digital, c'est un enjeu pour la vie de l'entreprise, pour son développement et peut-être aussi pour la qualité de vie au travail, ça peut amener des choses, etc. C'est peut-être encore un autre débat. Mais en tout cas, voilà, il y a un vrai enjeu, d'arriver à faire comprendre ça aux dirigeants des entreprises, tout simplement, et aussi aux salariés qui ont besoin de s'y mettre. Ça peut venir aussi des salariés d'avoir cette démarche de faire avancer les choses. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre participation qui était très intéressante. Ce sera disponible en replay, donc pour ceux qui auront manqué les petits bouts, vous pourrez revoir ça. Et puis, on se retrouvera peut-être pour une prochaine édition de Autour du Digital pour un sujet proche, qui sait. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Merci à tous. Bonsoir.